Je suis très contente aujourd'hui de vous parler de mes autrices favorites et de vous présenter leurs livres. Cette vidéo est la partie 1 de la liste de mes autrices favorites. J'ai séparé cette liste en deux parties, à savoir la première partie pour aujourd'hui, la fiction, avec les romans et les mangas et les bandes dessinées. Et la prochaine fois, dans la partie 2, je vous présenterai mes autrices favorites dans la catégorie des essais, dans les domaines de la philosophie, de la politique, de l'histoire et dans d'autres catégories qui ne font donc pas partie de la fiction. Avant de parler des livres, il faut que je vous précise ce que j'appelle mes autrices favorites, c'est-à-dire que j'ai choisi des autrices dont j'ai lu plusieurs livres et dont tous les livres que j'ai lus m'ont plu. Ça ne veut pas dire que j'ai lu tous les livres de toutes ces autrices, mais que j'ai lu plusieurs de leurs livres et qu'ils m'ont plu. Je n'ai donc pas intégré des autrices dont j'ai beaucoup aimé un seul livre, ou dont je n'ai lu qu'un seul livre et que j'ai beaucoup aimé. Peut-être que plus tard, je ferai une nouvelle version de cette vidéo qui inclura d'autres autrices dont j'aurai lu plusieurs livres qui m'auront beaucoup plu. J'ai séparé ces autrices dans plusieurs catégories. La première catégorie, ce sera la littérature générale, c'est-à-dire des romans de littérature, puis ensuite des romans de science-fiction ou de fantasy, et pour finir, des romans graphiques et des mangas. On va commencer avec les romans de littérature générale, et je débute avec une autrice suisse romande plus précisément, qui s'appelle Corinna Bee. Cette autrice est une autrice du XXe siècle, elle est née en Valais, et elle écrit autant des romans que des nouvelles et des courtes histoires. Corinna Bee a pour particularité d'ancrer ses textes dans une réalité suisse, soit suisse de l'époque du XXe siècle, soit dans une réalité antérieure, et de lier cette réalité donc suisse, souvent paysanne, campagnarde, montagnarde, avec une langue très soignée et très recherchée. En termes d'ouvrages, j'ai 4 livres à vous recommander. Le premier, c'est le plus court, si vous voulez une entrée facile dans la littérature de Corinna Bee. Il s'agit de Emerencia. Emerencia est un texte très court qui raconte l'histoire d'une petite fille appelée Emerencia et qui est soupçonnée dans son village de sorcellerie. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est un roman tellement court que je ne veux pas trop en dévoiler, mais je vous encourage à découvrir ce livre. Mon roman préféré de Corinna Bee est Théoda. Théoda, c'est un roman qui est inspiré d'un fait divers réel, à savoir la dernière exécution capitale en Valais au XIXe siècle. Mais plutôt qu'un récit sordide ou de politique historique, c'est le récit d'une femme. D'une femme qui est différente au sein de son village, qui est plus libre, qui fait les choses à sa manière, et pour cela est souvent mal vue. Elle a aussi le malheur d'être mal mariée, et dans sa recherche de liberté, de rencontrer Rémi, qui deviendra son amant. Le récit est raconté du point de vue de Marceline, une petite fille qui ne comprend pas tous les enjeux liés à la relation entre Théoda, Rémi et le village, mais qui saisit la particularité, la beauté étrange et la différence finalement de cette femme Théoda, qui symbolise pour elle une forme de liberté. C'est un très beau roman, avec également des pages magnifiques sur certaines traditions valaisannes, comme la fête des masques ou la raclette. Je peux également vous recommander Le sabot de Vénus, qui est à nouveau l'histoire d'une femme différente, hors norme ou excentrique, mais cette fois, on suit un homme qui est intéressé par cette femme et qui ne sait pas comment l'apprivoiser ou qui ne sait pas ce qu'il risque de devenir en poursuivant cette femme. Enfin, j'aimerais vous recommander ce livre, 100 petites histoires cruelles et 36 petites histoires curieuses. Il s'agit vraiment d'histoires très très courtes, souvent d'une page ou deux, toujours très mystérieuse, imprégnée de nature, de réalisme magique et d'étrangeté. C'est un livre dans lequel je trouve toujours intéressant de piocher, d'ouvrir une page au hasard et de se laisser emporter dans ce monde singulier et étrange que construit Corinna Bee. Je quitte la Suisse pour me rendre en Islande et ce ne sera pas une surprise pour vous si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je visite l'Islande par la littérature, puisque j'aimerais vous parler de Auður Ava Ólafsdóttir, qui est donc une autrice islandaise dont j'ai aimé tous les livres que j'ai lus. Le premier que j'ai lu de Auður Ava Ólafsdóttir, c'est Rosa Candida, c'est ce livre-là. Un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de perdre sa mère et qui, en sa mémoire, veut emmener une bouture de roses dans un monastère européen. Sur sa route, il apprendra beaucoup de choses sur lui-même pour mieux partir à la rencontre de ce qui l'attend dans la suite de sa vie. C'est un roman très contemplatif, très doux, en même temps émouvant et singulier. Cette autrice a un don pour écrire des romans dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, et dans lesquels on est pourtant emporté en tant que lecteur à la suite de ces personnages qui sont parfois un peu bizarres, un peu étranges, mais toujours touchants.
Le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé de cette autrice, c'est Eden, dans lequel on suit une linguiste qui décide de s'installer au fin fond de l'Islande, dans un endroit inhospitalier, ce qui va lui permettre de réfléchir à son existence et au pouvoir de la langue et des mots. Enfin, dans cette catégorie des romans de littérature générale, j'aimerais parler de Güzel Yakina, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes livres préférés de 2024, puisqu'en 2024, j'ai lu tous les livres de Güzel Yakina qui sont sortis en français. Ils sont au nombre de 3, à savoir Convoi pour Samarcande, qui est mon préféré encore à ce jour, c'est le premier que j'ai lu, puis Zuleyka ouvre les yeux, et enfin, celui que j'ai avec moi, Les enfants de la Volga. Comme j'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur mes livres préférés de 2024, je vais pas m'attarder trop longuement sur ces romans, mais je vous les recommande vraiment vivement. Je me réjouis du prochain Güzel Yakina qui devrait être traduit d'ici une année ou deux, espérons. Ce que je peux dire, c'est que Güzel Yakina est russe, plus précisément de la région du Tatar, si je ne me trompe pas. Elle inscrit ses romans dans la Russie du XXe siècle, ou plutôt, en fait, dans l'Union soviétique du XXe siècle. Et ses romans abordent en général des questions sociales, politiques et ou historiques, mais d'un point de vue vraiment intime et émouvant. On passe maintenant à la catégorie des romans de science-fiction et de fantasy, et j'en ai toute une série à vous présenter. Je vais commencer par une autrice française qui s'appelle Catherine Dufour et qui a écrit notamment Le goût de l'immortalité, qui est l'un de mes romans de science-fiction préférés, en tout cas mon roman de science-fiction française préféré. Il s'agit d'un roman très bien mené qui mélange la science-fiction et un petit côté fantastique, magique. C'est d'ailleurs le credo de la narratrice de ce roman, c'est le mélange des mondes, la rencontre d'univers tout à fait différents qui crée une intrigue intéressante. Dans ce roman, justement, se mêlent plusieurs intrigues. L'une touche à la question de l'immortalité, donc c'est plutôt une intrigue existentielle. Une autre s'intéresse à la question de l'eugénisme et de la manipulation génétique. Une autre encore pointe des dérives politiques liées à la manipulation génétique de moustiques pour supprimer des opposants à certaines magouilles. Il y a également une intrigue, disons, sociopolitique sur la question des plus riches et des plus pauvres, avec une rébellion militante de la part de la population la plus pauvre. Ça peut paraître être beaucoup, mais en fait toutes ces intrigues se rencontrent à travers des personnages étonnants, attachants ou détestables, pour créer un roman vraiment prenant, à la fois divertissant et profond. Il faut peut-être s'accrocher un petit peu au début, surtout si on n'est pas habitué à la science-fiction, mais c'est vraiment un très bon roman de science-fiction que je vous recommande. La prochaine autrice dont j'aimerais vous parler s'appelle Elisabeth von Harburg. C'est une autrice française qui vit au Canada. C'est une autrice de science-fiction qui arrive toujours à me surprendre. Les deux ouvrages dont j'aimerais vous parler sont Le silence de la cité et Chroniques du pays des mers. Commençons par les chroniques. Chroniques du pays des mers, c'est un livre assez conséquent qui a comme prémisse un monde dans lequel les hommes ne naissent plus, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de femmes et très peu d'hommes. Ça a une influence sur la langue utilisée puisque la manière de parler est désormais centrée autour des femmes et du féminin et non plus donc autour du masculin comme ça l'est dans la langue française actuelle. Je vais vous lire ce que Ursula Le Guin, une autre autrice de science-fiction, écrit sur ce roman. Elle dit « Une expérience mentale excitante, exigeante et satisfaisante de la science-fiction sérieuse accomplissant ce que seule peut accomplir la science-fiction. » Je vous encourage à découvrir ce livre si vous êtes intéressé par des livres assez longs dans lesquels il faut s'investir. C'est une chronique, donc une plongée en détail dans ce monde et dans la quête de la narratrice. L'autre ouvrage que je vous recommande, Le silence de la cité, est un peu plus court et assez étrange. Si vous aimez le bizarre, voire parfois le choquant, ça peut vous plaire. Ce roman se déroule des siècles après une catastrophe climatique et on suit une jeune fille, Elisa, qu'on découvre petit à petit comme étant l'une des dernières humaines à vivre dans la cité où elle est née. Et on apprend également qu'elle a des capacités assez particulières qui viennent des expériences génétiques qui ont été menées par son père sur elle. Dans ce roman, on va suivre Elisa dans sa quête de compréhension, de survie, et aussi de libération pour se détacher de ceux qui l'ont créée et du destin qu'il semble vouloir pour elle. Je dirais que dans l'ensemble, les romans de Elisabeth von Harburg sont un petit peu moins accessibles que les autres que je vais mentionner maintenant, mais si vous vous sentez à même de vous plonger dans un monde de science-fiction assez étrange, eh bien, ils en valent vraiment la peine. J'enchaîne sur deux autrices de science-fiction très connues. Je commence avec Margaret Atwood,
qui est particulièrement connue pour son livre La Servante écarlate et le livre qui a suivi Les Testaments. Le roman La Servante écarlate que j'ai ici a été adapté en série The Handmaid's Tale, qui a rendu très populaire cette autrice. Mais Margaret Atwood n'a pas seulement écrit La Servante écarlate, elle a écrit d'autres romans de science-fiction et également des romans de littérature générale, certains qu'on pourrait classer comme des romans historiques, voire policiers. Les deux romans dont j'aimerais vous parler aujourd'hui sont quand même des romans de science-fiction. Il s'agit de La Servante écarlate, donc, et du Dernier homme. Vous avez sûrement déjà entendu parler des prémices de La Servante écarlate, si vous n'avez pas déjà lu le livre ou vu la série. Il s'agit donc d'une société dystopique dans un futur possible, dans lequel les femmes sont en fait exploitées pour leur capacité reproductive, dans un monde où la fertilité a fortement baissé. C'est un roman sur les discriminations faite aux femmes, qui a toute son actualité encore aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Le Dernier homme, comme son nom l'indique, est un roman qui raconte l'histoire, l'existence du dernier homme, et de comment il en est arrivé à être le dernier humain donc. Donc on suit à la fois une conjecture scientifique sur ce qui a amené l'humain à disparaître, et en même temps une réflexion existentielle sur ce qu'est être humain, être le dernier humain, et faire face aux êtres qui remplacent les humains. J'enchaîne avec une autre autrice de science-fiction extrêmement connue actuellement, Becky Chambers, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Très honnêtement, je peux tout lire de Becky Chambers. Je trouve qu'elle a une manière très fine d'amener la science-fiction à parler des relations humaines, des questions sociales, des questions politiques. C'est vraiment une autrice à suivre. J'ai ici avec moi une de ses séries qui s'appelle Les Voyageurs. J'ai que les 3 premiers tomes, L'espace d'un an, Libration et Archives de l'Exode. Je suis pas sûre de les avoir présentés dans l'ordre, mais j'ai pour ma part commencé avec L'espace d'un an. Et je crois qu'un 4e tome est sorti, et donc il faut absolument que j'aille me le procurer. J'ai récemment lu sa toute dernière série qui s'intitule Histoire de moines et de robots. Le premier tome s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, et le deuxième tome, Une prière pour les cimes timides. J'ai beaucoup apprécié ces 2 petits ouvrages. Je les ai trouvés un peu moins aboutis que la grosse série dont je vous ai parlé juste avant, mais ce sont tout de même des lectures agréables, prenantes et qui font réfléchir. C'est ce qu'on demande à de la science-fiction. Enfin, j'aimerais vous parler d'une autrice de fantasy qui est également très connue. Il s'agit de Robin Hobb. J'ai ici le premier tome de L'Assassin Royal. En réalité, ce livre réunit les 3 premiers tomes de la série. Et c'est la même chose pour cet exemplaire des Aventuriers de la mer. Donc vous aurez peut-être compris que Robin Hobb écrit beaucoup, c'est-à-dire qu'elle écrit des séries qui sont très longues et très fournies, et c'est vraiment l'occasion d'entrer dans un monde, dans un univers, de s'attacher aux personnages, et évidemment à l'intrigue. L'Assassin Royal, comme son nom l'indique, suit les aventures d'un jeune homme puis d'un homme qui est entraîné, formé à devenir assassin pour le compte d'un royaume. Il va également découvrir par la suite qu'il a certains pouvoirs, certaines capacités extraordinaires qui vont l'amener, donc ses capacités à assassiner et ses pouvoirs particuliers, à s'inscrire dans des intrigues politiques, mais aussi à défendre son existence personnelle face à ses adversaires. C'est à la fois un roman d'apprentissage, un roman de quête, un roman d'aventure, qui porte aussi sur les relations d'amitié, sur les relations de pouvoir, bien sûr, et qui nous emporte dans un monde fascinant. Les Aventuriers de la mer se déroulent dans le même univers, mais cette fois sur l'eau. Et là encore, c'est surtout l'imagination de Robin Hobb que je trouve absolument captivante. Elle crée tout un monde social, politique, familial qui se déroule sur la mer et sous la mer, avec des flottes de marchands, des bateaux presque vivants et des monstres marins à la limite de la divinité. Si vous avez le courage, lancez-vous dans ces 2 séries en parallèle, puisqu'elles se déroulent dans le même monde, mais c'est vrai que ça fait énormément d'ouvrages à lire. En tout cas, si vous cherchez un livre pour vous sortir de votre quotidien, je peux vous assurer que les romans de Robin Hobb feront l'affaire. Dernière catégorie pour aujourd'hui, ce sont les bandes dessinées, romans graphiques et mangas. Et je vais commencer donc avec une bande dessinée / roman graphique avec l'autrice Alison Bechdel, qui a écrit notamment Fun Home et C'est toi ma maman, qui sont 2 ouvrages autobiographiques sur l'histoire donc de son enfance dans sa famille, qui était particulière puisque c'est une famille qui tenait une maison funéraire. Comment est-ce qu'on traduit ça en français ? C'est-à-dire que leur maison et leur travail étaient liés et c'était une maison
funéraire. Ces deux ouvrages sont sous-titrés, pour l'un une tragicomédie familiale et pour l'autre un drame comique. Et effectivement, c'est toujours à la fois tragique et comique, une plongée dans une vie de famille à la fois fascinante et perturbante. Et bien sûr, c'est aussi le récit de devenir adulte, de la relation qu'on peut entretenir avec ses parents, surtout dans ce cas-là, une relation relativement difficile. C'est une entrée intime dans une famille assez particulière et qui touche notamment à la question de l'homosexualité, puisque l'autrice nous raconte comment elle découvre sa propre homosexualité en même temps qu'elle soupçonne celle de son père. Et que dans le deuxième volume, elle parle plutôt de sa relation avec sa mère qui était également assez complexe. Enfin, on passe au manga avec deux autrices. Sans surprise, je vais parler de Hiromu Arakawa, qui a écrit Fullmetal Alchemist et Silver Spoon, dont j'ai déjà parlé par le passé, notamment dans ma vidéo sur mes mangas préférés. Allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. De toutes les manières, je vous recommande d'entrer dans ces deux livres. Donc celui-ci qui est plutôt du côté de la fantasy et celui-ci qui est plutôt du côté réaliste, avec une histoire qui se passe dans le Japon rural, à Hokkaido, dans un lycée agricole. Et puis j'ai déjà parlé de Kaoru Mori dans ma vidéo sur mes mangas préférés également. Il s'agit d'une autrice qui a à cœur de s'attarder sur les détails et la précision du dessin, mais également sur la précision historique dans les ouvrages qu'elle écrit. Par exemple, il s'agit ici de Bright Stories, qui parle de la région moyen-orientale au 19e siècle, et en particulier des traditions et de l'artisanat local, à travers les vies d'habitants, nomades ou non, de ces contrées à cette époque, et d'un photographe occidental qui est venu pour les rencontrer et découvrir leurs traditions. J'espère que mes recommandations vous intéressent, vous auront plu, et vous donneront envie de découvrir ces autrices si vous ne les connaissez pas déjà. Dans la deuxième partie, je parlerai des autrices qui écrivent des ouvrages non fictionnels, des essais, de la politique, de la philosophie, de la sociologie, du féminisme. Si vous avez des recommandations d'autrices que vous aimez, s'il vous plaît, partagez-les en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous retrouve très bientôt. Merci!